Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwanza, tcha-tcha, tobakini. Au table ronde, J'avais 16 ans. Le 27 avril 1960, j'avais 16 ans. On croyait en l'avènement d'un ordre nouveau, d'une économie nouvelle, d'une prospérité nouvelle, d'une liberté nouvelle, d'une espérance nouvelle. Puis au fur et à mesure des années, on s'est enfoncé dans la dictature, dans la privation des libertés, dans une économie plus ou moins bien gérée ou mal gérée, et l'espoir des populations de 1960 s'est évanoui au fur et à mesure du temps et on est tombé dans la lassitude, dans la non-croyance en l'avenir. Le Togolais de 1960 était beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui. J'en suis témoin. Et pour preuve, la diaspora nombreuse qu'il y a à l'étranger prouve assez que le bonheur ne répondait pas aux besoins des populations togolaises qui étaient lettrées, qui avaient des diplômes ou qui avaient des capacités. Ils ont trouvé refuge ailleurs. Moi, j'ai un constat qui est pessimiste, parce que je l'ai vécu au profond de moi-même. C'était pas politiquement, c'est pas pour des raisons politiques que je dis ça. Je le dis, j'ai 82 ans bientôt. Et je ne vais pas mentir sur mon existence, mais je suis profondément déçu quand je vois le peuple togolais incapable de se soigner, qui n'a pas les moyens d'envoyer ses élèves, ses enfants à l'école. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est d'assurer l'avenir de ses enfants, d'abord, quand on a une famille, et de mériter ce qu'on mérite, d'obtenir ce qu'on mérite plutôt. Mais c'est pas seulement le Togo, mais nous sommes un cas particulier, mais dans toute l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, il y a eu déception partout. Sauf une minorité privilégiée qui profite du régime en place, quel que soit le pays. Eux, ils se sont enrichis. Ils ont placé leur capitaux à l'extérieur pour une bonne partie. Et ils se sont éloignés des masses populaires qui représentent 80% de la population. Ce sont celles-ci, ces masses populaires qui souffrent. Et moi, je les côtoie tout quotidiennement parmi mes employés, qui sont encore beaucoup mieux placés que les masses populaires les plus désavantagées, parce que mes employés sont bien garnis. Mais c'est vraiment triste. Le Togo est devenu triste. J'ai voulu mourir au Togo, je vais mourir au Togo. Je suis né au Togo. Je suis togolais à 1000%, au point de vue sentiment patriotique. Mais franchement, je suis déçu pour le peuple togolais. indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Ah ça, si on veut comparer au temps colonial, il y avait beaucoup plus de liberté au temps colonial. Ça, je l'avoue. Pour tous ceux qui ont mon âge, ou un peu plus qui survivent, ils doivent savoir, ils doivent constater que la liberté d'expression était beaucoup plus facile. Je me rappelle d'un journaliste Wilson, en 1958, il était venu chez mon père, il avait le journal La Liberté togolaise, quelque chose comme ça. Ça me viendra tout à l'heure.
Il venait voir mon père pour le protéger de l'arrestation au commissariat de 48 heures parce qu'il avait attaqué le gouverneur de ce temps-là. C'était le gouverneur Spénal. Et on le cachait dans la maison sous le garage. Mais s'il allait en prison, s'il était arrêté, c'était pas comme dans nos prisons d'aujourd'hui. C'était au commissariat, arrestation 48 heures. Les droits de l'homme étaient respectés. Il n'y avait pas de torture. Il n'y avait pas de méchanceté, quoi. Il était dans une cage pendant 48 heures, c'est tout. Maintenant, le commissaire pouvait l'interroger, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais on ne le frappait pas, on ne le torturait pas. Il y avait le respect des droits de l'homme. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye. Mon indépendance, prenez le cas de Singapour, qui est loin. Prenons le cas de l'île Maurice, qui est plus proche. Prenons le cas du Botswana, qui est encore plus proche. Voyez ce qu'ils ont fait. Ils sont devenus parmi les économies émergentes du monde et même des plus développées. Singapour, en 65, a eu son indépendance. 5 ans après nous. Ils sont devenus l'un des pays les plus riches du monde au point de vue par tête d'habitant. L'île Maurice n'a pris son indépendance qu'en 1968. Leur revenu par tête était inférieur au nôtre. Ils ne faisaient qu'une production de canne à sucre à l'état brut. Ils ont appliqué les techniques, les conseillers techniques de l'Union européenne les ont, dans le cadre des accords ACP-CE, des accords de Lomé, ils ont réussi à devenir en avance sur la France actuellement, au point de vue sérénité, au point de vue bonheur, les Mauriciens, au point de vue lutte contre la corruption, ils sont en avance sur la France. Le Botswana, pareil. Il a instauré qu'il fallait transformer le diamant sur place. C'était le plus gros producteur de diamants. Et ça a réussi. Maintenant, la bourse du diamant est située dans la capitale du Botswana. Donc, si l'on veut, on peut. C'est question de volonté des chefs d'État et de gouvernement. Ce n'a pas été le cas de l'Afrique noire. Elle était d'abord engloutie dans la France-Afrique sous l'influence des anciens colonisateurs jusqu'en 1990. Mais après 90, ça fait déjà 35 ans, ça n'a pas bougé. C'est le système, au lieu que ce soit l'ancien colonisateur qui gouverne, en réalité par derrière, ce sont les gouvernants locaux qui gouvernent entièrement avec leur force, avec leur mafia, qui remplace l'ancienne de Focard pour l'ancienne Union française. Donc, la situation du peuple n'a fait que diminuer, qu'à s'affaiblir, qu'empirer. L'état de bonheur a reculé. Avant, je me rappelle dans ma jeunesse, en 1960, 70, jusqu'en 80, le Togolais avait toujours le sourire. Quand on le saluait, il était heureux. Maintenant, quand vous saluez un Togolais, il est triste. Pourquoi? C'est ça l'indépendance? C'est ma question. Pourquoi? Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye. Seules les grandes puissances sont souveraines. Les États-Unis, la Russie, plus ou moins la France, pas tellement, parce qu'elle est soumise quand même aux pressions des États-Unis et de l'URSS. Il y a la Chine aussi. Mais les autres pays sont beaucoup plus dépendants de l'influence extérieure. Ça a toujours été comme ça dans une famille, dans votre famille. Vous avez le papa qui est le plus fort, et puis parfois il y a un des garçons ou une des filles qui domine le reste. Ça dépend
du développement interne de chacun. Et ces pays-là, ça dépend de leur chef d'État aussi. Parce qu'actuellement, par exemple, Trump est en train de bouleverser le monde, mais ça va lui retomber dessus. Et ça ne va pas faire du bien au monde entier. Si jamais il impose ses droits de douane, il y aura une crise économique mondiale, comme cela a été arrivé dans les années 1930-1940. Ça va finir par générer la guerre. Ce sera la troisième guerre mondiale qui sera allumée par un petit feu, comme cela a été en 1939 en Europe. Donc la souveraineté, elle est entre les mains de chaque chef d'État et de gouvernement. Ça dépend comment il gère son pays, comment il gère son économie. S'il lutte contre la corruption, ça donne satisfaction à tout le peuple. Et le peuple est content. Le bonheur du peuple, c'est le premier élément de la souveraineté nationale. Le bonheur du peuple. C'est ça qu'on oublie. Ce n'est pas la force militaire, c'est le bonheur du peuple. Donc la souveraineté, regardez le Botswana, il est souverain. C'est un tout petit pays qui compte 2 millions d'habitants. Parce qu'il a mis la main sur sa production de diamants, que tout le monde attend, parce que c'est la plus belle. Il a dicté ses conditions. Il a obligé les anciens possédants, les De Beers, de s'associer avec l'État. Il a réussi. L'île Maurice, c'était un pays très pauvre. Elle a réussi. Elle a bénéficié de l'aide de l'Union européenne. Singapour, également grâce à son chef d'État extraordinaire, c'est devenu le pays, pendant certaines années, c'était le pays le plus riche du monde par habitant. Tout est question de gouvernance. Si la gouvernance est dévouée dans l'intérêt du peuple, pour le rendre plus heureux, pour le former, pour le protéger médicalement, sanitairement, pour l'instruire, eh ben, c'est ça la souveraineté. Ce n'est pas d'avoir des fusils et des porte-avions. Mais la souveraineté d'un pays, c'est que le pays est heureux en lui-même. Il n'a pas besoin des autres. Il se suffit à lui-même, il n'attaque pas les autres. Ce qui est dommage pour Kagame comment s'appelle son pays là, de Rwanda, ce qui est dommage, c'est que Kagame utilise des méthodes qui ne sont pas honnêtes vis-à-vis de ses voisins, puis vis-à-vis de son opposition intérieure. Autrement, il a très bien géré son pays, par exemple. Le niveau de vie de ses populations a augmenté. Le Bénin a fait beaucoup de choses en l'espace de 7-8 ans, récemment. Alors qu'on pensait du mal de son chef d'État quand il a gagné les élections il y a 7-8 ans. Maintenant, tout le monde le félicite. C'est le pays le plus performant de l'UMOA. Tout est question de gouvernance. Les îles du Cap-Vert qui étaient détruites par la guerre civile, maintenant c'est un pays modèle de gouvernance, le pays du Cap-Vert. Et ils ont une monnaie, la monnaie du Portugal, l'ancienne monnaie du Portugal, l'escudo. Le Portugal est passé à l'euro, eux ils sont restés à l'escudo. C'est une monnaie en équivalence, comme nous, le franc CFA, ils sont équivalents à l'euro. Et ça marche très bien chez eux. Bon, que voulez-vous, c'est que je vous dise d'autre, moi, c'est ce que je pense. Je suis économiste, mais je pense différemment des autres économistes. Tout est question de gouvernance. Si nous avons une équipe au pouvoir qui cherche le bonheur du peuple, qui cherche à donner du travail à tout le monde, qui cherche à soigner tout le monde, qui cherche à éduquer, qui cherche à développer la liberté d'expression, qui respecte l'opposition, qui donne droit à la parole à tout le monde,
et qui gagne les élections régulièrement, il n'y a pas de raison que ce pays-là ne soit pas vraiment indépendant, qu'il recueille les fruits de l'indépendance. Mais la plupart des pays africains, 90% des pays africains, ont plongé dans la dictature et dans la malgouvernance. Et c'est ça qui a fait que l'Afrique, au lieu d'être actuellement, grâce à ses richesses naturelles, elle aurait pu, l'Afrique, devenir une grande émerger partout dans le monde et se faire respecter. Maintenant, on nous regarde comme des petits pauvres, des gens qui ne savent pas se gouverner. On nous méprise au niveau international. Et c'est vraiment blessant. Et on n'a pas de paravent. On n'a pas de quoi nous défendre, puisque la réalité est là. Nos meilleurs cadres, ils s'en vont à l'étranger au lieu de rester au pays. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le pays n'est pas bon pour eux. Ça suffit déjà comme définition. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye. Vous savez, la diversité ethnique est une richesse normalement pour la nation, si on sait l'intégrer. La France avait une diversité ethnique au XIXe siècle énorme. Vous avez la Bretagne, le centre de la France, je ne me rappelle plus des noms de toutes les régions. Ils parlaient tous des patois de chez eux. Ils ne parlaient pas le français. Seulement une minorité parlait couramment le français et qui était éduquée. C'est Jules Ferry, à la fin du XIXe siècle, à partir de 1880, qui a établi l'école laïque, qui a permis à tout le monde de parler français. Autrement, avant, c'était des langages locaux, comme nous chez nous ici. Le Mina, le V, le Wachi, le Kabyais, le Moba, etc. C'était comme ça avant. Il y avait une élite seulement qui parlait la langue française. Grâce à la volonté politique de Jules Ferry, qui était président du Conseil, donc qui était vraiment le chef de gouvernement, à la fin du XIXe siècle, la France s'est bâtie sous la Troisième République française. Et qu'on connaît le français maintenant, c'est grâce à lui. Il y a des Français intégrés dans une nation française. Autrement, avant, vous avez les Berrichons, vous avez les Bretons, vous aviez les... je ne sais plus quel nom encore, parce que avec mon âge, j'ai oublié tous les qualificatifs de région. Chacun se définissait comme originaire de telle région. Maintenant, on ne parle plus de ça. Seulement, on y fait allusion pour se moquer, quoi. Pour rigoler. Donc ça, c'est la volonté du gouvernement. Dans nos régions d'Afrique noire, je parle de chez nous. L'Afrique du Nord, c'est une autre opération. Là-bas, c'est la religion qui compte, les frères musulmans, etc., qui ont tout faussé leur développement. Mais chez nous, nous avons une diversité ethnique très élevée. Par exemple, chez nous, au Togo, nous avons 60 ethnies différentes. Au Cameroun, il y en a 800. Au Mali, il n'y en a que 2 ou 3. Au Sénégal, pareil. Mais si nous avions un gouvernant qui savait intégrer tout cela et unir les forces, parce que chaque ethnie a une force en elle qui peut servir l'ensemble. Aussi bien le Mina que le Kabyais, ils ont des caractéristiques internes propres à eux qui peuvent enrichir l'ensemble, qui peuvent se fondre dans le tout, le Kotokoli, le Garmacho, le Moba, le Gourmaché, etc. Tous ont quelque chose à apporter. C'est formidable. Mais au lieu d'apporter, on reste dehors. Chacun garde pour soi son identité et regarde les autres de façon extérieure.
ségrégationnistes. Tous se comportent de la même façon. Il n'y a pas ce ciment. Et ça, c'est l'art de gouverner, qui est l'art d'unir la population et de la rendre heureuse ensemble. Ce qui n'est pas arrivé. Ce que disait mon père à l'indépendance quand je lui ai dit « Pourquoi tu as soutenu Grunitzky au lieu de soutenir Olympio ?» Il m'a dit « Mon fils, nous avons besoin encore de 20 années d'alternance, de 20 années d'autonomie, de république autonome, pour qu'on apprenne la démocratie développée, sans colonisation. Il aurait fallu passer cette période transitoire de 20 ans pour qu'on s'arme de compréhension, d'acceptation de l'autre. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est l'acceptation de l'autre comme soi-même. On ne fait plus de ségrégation. Bon, malheureusement, toute l'Afrique a été poussée à l'indépendance sous la pression des États-Unis et de l'URSS qui voulaient mettre la main sur ces nouveaux pays indépendants. Nous avons toujours été le jouet des autres, mais nos gouvernants n'ont rien compris à cela, ou bien ils en ont profité pour diviser encore plus le pays en voulant régner en dictateur. C'est ça, dans l'Afrique noire, a loupé, a raté son indépendance à cause de ça. Et je ne sais pas maintenant, étant donné qu'on ne peut pas recoloniser, comment on va s'en sortir. Parce que toute l'Afrique noire pose des problèmes. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye. Eh bien, lisez mon livre « Pourquoi le Togo va si mal » et vous verrez comment je critique la France-Afrique. La France-Afrique a empêché le développement des pays africains francophones jusqu'en 1990. Elle a soutenu les dictateurs en place pour éviter que le pays ne tombe dans l'espace soviétique. Parce que la France, c'était l'espace américain. Donc c'est ça, il y avait la tension Est-Ouest, il y avait la pression américaine, la pression soviétique. Et la France était sous domination américaine. Et donc elle a soutenu le côté oppressif de toute tendance vers l'Est, vers les communistes. Et donc elle a soutenu tous les régimes anticommunistes, que ce soit Houphouët-Boigny et Adema, ou Senghor, et puis les autres pays, c'était tous anticommunistes. Et donc ils ont soutenu le régime en place, et le régime en place en a profité pour étouffer toute opposition. Ce qui est soutenu par le pouvoir colonial, l'ancien pouvoir colonial, et lui il étouffe toute opposition, alors que sous le pouvoir colonial, l'opposition venait au pouvoir. Olympio avait été Premier ministre, pas Premier ministre, il était l'équivalent du Premier ministre de 51 à 55, avant Grunitzky. Grunitzky qui était de 56 à 58, avant de passer ensuite à Olympio de 58 à 60. Donc il y a tout ça qui est intervenu, ça a faussé toute l'indépendance. Tout le schéma de l'indépendance au début, la France-Afrique a faussé cela, sous pression américaine, anti-soviétique, anti-communiste. Alors, quand on me dit que je suis pour la France-Afrique, non, c'est pas comme ça. C'est une vue un peu schématique et de manque de connaissances. Lisez mon livre « Pourquoi le Togo va si mal ». Il est en vente à 5 000 francs, c'est tout. Vous savez, si on me confond avec la France-Afrique, c'est parce que je défends le franc CFA. Ça n'a rien à voir. Les gens qui confondent ça, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas assez la géopolitique. Le franc CFA, je le défends entièrement, c'est la monnaie la plus stable et la plus solide au monde. Elle est plus forte que l'euro, parce qu'elle est garantie par la France. Personne n'ose s'attaquer au franc CFA dans le monde. Le
le Naira, les autres monnaies africaines et les autres monnaies d'Afrique du Nord sont toujours attaquées par des spéculateurs. Ils spéculent sur la chute de leur monnaie, donc ils la font chuter. Mais sur le franc CFA, personne n'ose s'attaquer au franc CFA pour le faire chuter parce qu'il est garanti par la France. La France, à elle seule, représente 26 fois le produit intérieur brut des pays de l'UEMOA. Donc elle est solide, elle est assez solide pour défendre la stabilité du franc CFA. C'est pourquoi, ce côté-là, je défends le franc CFA. Maintenant, nous sommes libres de dévaluer ou de réévaluer le franc CFA selon nos besoins. C'est à nous de décider. C'était la BCEAO, de concert avec les chefs de gouvernement et les chefs d'État, de décider s'il faut dévaluer le franc CFA pour le rendre compétitif. Cela viendra prochainement, à mon avis, dans les 3, 4 années, 5 années à venir. Nous aurons besoin de dévaluer pour pouvoir promouvoir l'exportation, mais l'exportation de produits industriels. Pour le moment, on n'exporte que des matières premières. Si dans les 3, 4, 5 ans ou 10 ans à venir, nous transformons nos matières premières sur place, ça deviendra des produits industriels. Et là, on aura besoin d'être compétitif. Donc, il faudra dévaluer le franc CFA. Pour le moment, on n'exporte que des matières premières. Donc, on ne peut pas dévaluer. Ça se retournera contre nous. Si on dévalue, on perd en matière de revenus. Donc, on est en stabilité, on est bien comme ça, on y reste. Et les gens confondent ceci, la défense du franc CFA, avec la France-Afrique, ça n'a rien à voir. La monnaie et la politique, c'est différent. Il faut qu'on se mette ça en tête. La monnaie doit être indépendante du pouvoir politique et de toute chose. Parce que la monnaie, c'est la résultante. Elle doit veiller à l'équilibre, à la stabilité des prix pour que les gens qui ont un franc CFA ne se trouvent pas dévalués, perdre en valeur, comme le CEDI, qui ne vaut plus rien, qui a perdu au moins 300 000 fois de sa valeur depuis sa création. Nous, on n'a perdu qu'une demi-fois sa valeur en 1994. Une seule fois. Et nous sommes en équilibre. Le jour où on aura besoin de dévaluer, du fait que le dollar est devenu trop faible, si le dollar faiblit, à ce moment-là, nos recettes en francs CFA vont faiblir aussi. À ce moment-là, on aura besoin d'évaluer pour être au niveau du dollar. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Le dollar, maintenant, risque de faiblir avec Trump. Avec sa mauvaise politique économique à l'extérieur, si le dollar faiblit, s'il chute, à ce moment-là, nous serons obligés d'évaluer du montant de la chute du dollar. C'est-à-dire de 10 ou 20%, ça dépend de combien va chuter le dollar. Pour ne pas faire tomber nos revenus de matières premières, de cacao, de café, de phosphate, etc. Toutes les monnaies africaines sont fabriquées à l'extérieur, sauf celles qui ne valent rien, comme le CEDI et le Naira. C'est pas la peine de les fabriquer à l'extérieur, ça coûte trop cher. On les fabrique à l'intérieur parce que personne ne va venir les imiter. Ça ne vaut rien. Mais autrement, toutes les monnaies qui ont de la valeur sont imprimées soit en Allemagne, soit en France, soit en Angleterre, parfois aux États-Unis, parfois en Russie. Parce que là-bas, il y a des éléments techniques qui protègent contre la falsification. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Autrement, toutes les décisions de politique intérieure du franc CFA, c'est décidé par le gouverneur de la BCEAO, hein, chez nous ici. C'est pas gouverné par la France. Hein. C'est pas pour rien que nous avons des taux différents, des taux d'intérêt différents entre l'UEMOA et la France ou l'Europe. Nous avons nos besoins qui sont différents de là-bas. Il n'y en a plus. Avant, il fallait déposer 50% des dépôts, parce que les dépôts du commerce extérieur, les réserves monétaires de la zone CFA.
c'est de l'argent, ce sont des devises étrangères, des dollars, des yens, des livres sterling, des euros. On ne les garde pas chez soi, on les place dans les banques pour nous rapporter des intérêts. Il fallait passer la moitié, 50% à la Banque de France, à titre de garantie du franc CFA. Et à la Banque de France, on avait intérêt à les placer là-bas, au lieu de placer 50%, on plaçait 90%. Parce qu'ils nous payaient plus cher qu'à l'extérieur, qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre, etc. Il y avait une prime de 0,75% de plus pour les dépôts des pays francophones. C'est dans le cadre de la coopération. Et cela nous rapportait 80 milliards CFA par an à la BCEAO, qui distribuait entre les pays membres. Nous, on recevait 5, 6, 7 milliards chaque année de reversement de la part du Togo à la BCEAO. Donc tout ça, ce sont des gens ignorants, maldisants, qui sont animés par les facteurs russes qui veulent détruire la France. Tout ce qui concerne la France était animé par, comment il s'appelle, Poutine. Depuis 2014, il a engagé une campagne anti-française et anti-occidentale quand il a occupé la Crimée. Et les Russes sont les plus forts dans les propagandes. Depuis Staline, hein, depuis 1945. Ils sont très forts en propagande. Donc, ils lancent ce qu'on appelle des fake news, des fausses nouvelles. Il y a une partie de vrai, une autre partie de faux qui dévalorise la personne attaquée. Donc, mais la plupart des gens ne sont pas assez cultivés pour comprendre ce jeu-là. Donc, ils avalent tout ce que cette propagande leur donne sur la France. Ils avalent ça comme du lait, du petit lait. Et c'est ça qui fait que l'Afrique s'est détachée de la France à cause de cette propagande-là, qui a faussé toutes les analyses. Mais on ne va pas le regretter prochainement quand la Russie viendra occuper la place de la France, on verra la différence. Il faut l'amour du peuple. L'amour du peuple, non pas l'amour des siens. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur les ethnies. Maintenant, ce n'est plus une question d'ethnie, c'est une question d'intérêt à partager. Le président togolais, Faure, en 2012, a dénoncé la minorité pieuse. Cette minorité pieuse est active dans tous les pays du monde, surtout en Afrique, parce qu'ailleurs, on met la main dessus. Il y a les tribunaux qui les condamnent. Mais chez nous, les tribunaux sont aux ordres du pouvoir. Donc, ils sont indemnes et ils profitent de la situation. Pendant qu'ils s'enrichissent, ils appauvrissent ceux qui sont en dessous. Ce qui fait que 60% de la population togolaise ne mange pas à sa faim. Elle est déséquilibrée complètement au point de vue revenu. Ils n'arrivent pas à bien envoyer leur enfants à l'école, ni à les soigner comme il faut. Donc c'est ça qui fait ce que je définis comme malgouvernance. Ce pillage des richesses, parce que tous nos pays africains sont riches. Mais ils sont pillés en même temps, à hauteur de leur richesse. Quand vous avez l'amour du peuple, à ce moment-là, vous avez une justice juste. Vous avez des hôpitaux qui sont à la hauteur de toutes les populations, dans tous les quartiers, dans toutes les villes. Vous avez des enseignements, des centres d'enseignement qui sont répartis à travers tout le pays, jusqu'à Dapan, jusqu'au-delà, dans Djouari, etc. Malheureusement, on prie Dieu, mais Dieu n'intervient pas sur terre. C'est la part de nos chefs d'État et de gouvernement, de nos classes dirigeantes, c'est leur part qu'ils doivent faire.
Ils ne la font pas, malheureusement. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye. Non, moi, à chaque indépendance, je pleure. Parce que ce n'est pas une indépendance qu'on a eue. Tous les ans, le 27 avril, je suis triste, je pleure. Comme vous me voyez là, j'ai envie de pleurer, mais ce n'est pas encore un moment venu. Je pleure de l'indépendance. Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye. Comme dirait une chanson, et pourtant, et pourtant, et pourtant, que le bonheur revienne au Togo, au peuple togolais. Amen. Indépendance, tcha-tcha,